The shocking news overnight about the death of actor Matthew Perry. Actor Matthew Perry has died. Tributes are being paid this morning to the Friends actor Matthew Perry, who has died at the age of 54. News tonight of the investigation into the death of actor Matthew Perry. Authorities want to know who supplied Perry with the illegal drug that killed him. Le 28 octobre 2023, Matthew Perry décède. Il est retrouvé inanimé dans sa propriété de Los Angeles à seulement 54 ans. Sombre coïncidence, la dernière photo qui a été postée sur son Instagram, c'est lui dans cette même piscine. Un an avant ce drame, Matthew Perry avait publié ses mémoires, Friends, Mes amours et cette chose terrible. Quand le livre est sorti, je l'ai tout de suite acheté parce que je pense que comme tout le monde, j'avais envie de comprendre comment une personne qui avait eu la vie dont tout le monde rêve avait eu tellement de mal à combattre ses démons, cette chose terrible, comme il l'appelle dans son livre. Le jour de sa mort, je me souviens très distinctement de cette émotion quand je me suis rendu compte que mon feed Insta se remplissait d'hommages à Matthew Perry. Cet homme qui avait réussi à faire rire des millions de personnes était maintenant parti. J'ai d'ailleurs mis quelques mois avant de re-regarder Friends et je saurais pas comment vous l'expliquer, mais c'est plus la même chose. Okay, should we get some coffee? Sure. Where? Quand un an avant ce drame, j'avais lu son livre, j'avais appris plein de détails, le fil conducteur de sa vie, ce que lui n'avait jamais dit. Et aujourd'hui, je vais vous raconter ça. Les événements marquants, les moments clés de sa vie, ceux qui vont vous aider, j'espère, à un petit peu mieux le comprendre et qui ont mené au drame du 28 octobre. Alors évidemment dans cette vidéo on va aborder des sujets qui ne sont pas faciles, mais j'avais pas envie que cette vidéo soit lourde ou pesante. Mon ton sera le même que d'habitude et on va quand même essayer aussi de rire dans cette vidéo parce que pour moi c'est le meilleur hommage que je puisse faire à cette personne qui a déclenché en moi une tonne de fou rire et que des millions de personnes auraient aimé pouvoir appeler Friend. Okay. Here we go. Tout commence en 1969 au Canada quand ses parents, Susan Morrison et John Bennett Perry, accueillent leur petit bébé, Matthew. Quand Matthew a seulement 9 mois, ses parents se séparent et leur père les abandonne, sa mère et lui, pour aller vivre sa carrière d'acteur à Hollywood. Le père de Chandler, Hello all. Hi, Dad. non, pas dans la série, mais par contre son vrai père est aussi apparu dans Friends. C'est lui qui joue le père de Joshua. Oh, hi, darling. Oh, Dad, what are you guys doing here? Oh, well, we cut the trip short. France sucks. La mère de Matthew, elle a vraiment un job très prenant. Elle voyageait beaucoup à l'étranger puisque c'était l'attachée de presse du Premier ministre canadien, Pierre Trudeau, le père de Justin Trudeau. D'ailleurs, Justin, donc l'actuel Premier ministre canadien, et Matthew ont été ensemble à l'école. Matthew racontera qu'il n'a jamais été très proche de lui. Matthew avouera même qu'une fois, il lui a cassé la figure à la récré avec un pote. Quand Matthew est décédé, Justin Trudeau, il a tweeté ça. La disparition de Matthew Perry est choquante et attristante. Je n'oublierai jamais les jeux auxquels nous jouions dans la cour de récré. Et je sais que les gens du monde entier n'oublieront jamais la joie qu'il leur a apportée. Merci pour tous les rires, Matthew. Tu étais aimé et tu vas nous manquer. Ils ont pas du tout les mêmes souvenirs d'enfance. Ah mais attends, mais quand tu m'as pété le nez what a day. Les politiciens sont quand même toujours une catégorie de personnes très à part. T'es content ? Ah non, là je chiale comme jamais. Pour revenir aux parents de Matthew, ils étaient donc très absents et il s'est réellement senti abandonné pendant son enfance. Il insiste beaucoup sur ça dans le livre. Ce sera un petit peu le déclencheur de tous ces mots. Et alors, même si les parents de Matthew Perry sont restés ensemble pendant vraiment une très courte période, ça a suffi pour que Matthew ait sa première expérience avec la drogue. Matthew était un bébé avec des fortes coliques et donc il pleurait sans arrêt. Ses parents ont donc été chez le médecin et alors en 1969, c'était pas rare que les médecins soient assez tarés pour donner à un bébé de 1 mois du phénobarbital, un puissant barbiturique, donc un sédatif pour traiter l'anxiété et l'insomnie. Ce médicament, il va déprimer l'activité du système nerveux central et évidemment, c'est un médicament qui déclenche une forte dépendance. Matt en a pris de ses 1 mois à ses 2 mois. Il pleurait encore? Non! Par contre, il s'est pas réveillé jusqu'à ses 1 an. Est-ce que cet épisode aurait façonné son cerveau d'une telle manière qu'il ne puisse jamais se sortir de ses addictions? Matt continue de décrire dans son livre une enfance où il se sentait très seul et il dit alors cette phrase qui m'a marqué. À 10 ans, j'ai choisi de vivre dans ma tête plutôt que dans mon cœur. Les choses étaient plus sûres dans ma tête. Impossible d'avoir le cerveau brisé. Plus personne n'avait accès à mon cœur. Et ça, vous verrez, ça va le suivre toute sa vie. C'est à 14 ans que Matthew va boire son premier verre d'alcool et vous allez voir, son expérience ne sera pas comme les autres. Il décide avec ses potes d'aller dans son jardin, ses parents sont pas là,
comme d'habitude, et il avait donc acheté des bières et du vin. Après 15 minutes à s'enfiler tout ça, ses deux potes, qui sont des frères d'ailleurs, terminent dans le fond du jardin à vomir leurs entrailles. Lui, par contre, il se retrouve allongé dans l'herbe et il ressent une sensation qu'il n'a jamais ressentie auparavant. Pour la première fois de sa vie, rien ne le dérangeait. Le monde avait un sens. Il était en paix. Et là, il s'est dit, malheureusement, j'ai trouvé la réponse. Parallèlement à ça, la mère de Matthew, elle avait refait sa vie. Elle a eu d'ailleurs d'autres enfants. Matthew, il se sentait un petit peu exclu dans ce nouvel environnement. Il avait l'impression un petit peu d'être un outsider. À 15 ans, Matthew part finalement vivre à Los Angeles avec son père parce que lui aussi, il a envie de devenir acteur. Il a ce besoin mais viscéral de reconnaissance et de succès. On peut ressentir que devenir acteur, c'était vraiment son rêve, mais est-ce qu'il poursuit ce rêve pour de bonnes raisons? Est-ce qu'il essaye de nourrir son cœur ou est-ce qu'il essaye de nourrir son ego, son mental, son cerveau, là où il a décidé de vivre depuis ses 10 ans? Et puis l'histoire de sa première expérience avec l'alcool nous montre aussi que chaque cerveau est différent. Il faut prendre conscience que chaque cerveau est différent dans sa construction, dans la manière dont il va réagir face à l'addiction. Matthew dira qu'il a toujours voulu s'en sortir. Pour vous donner une idée, lui dira que depuis 2001, il est sobre, mais qu'il a fait 65 rechutes. Et pourtant, il disait souvent qu'il n'a jamais arrêté d'y croire. Dans le discours de Matthew Perry, on ressent aussi une vraie colère, une sorte de sentiment d'injustice, comme si derrière chacune de ses phrases, on entendait « c'est pas juste que pour moi ce soit si dur ». Quand il va parler de son père, par exemple, qui était aussi un alcoolique, mais qui un soir, en rentrant bourré, s'est pété la gueule dans un buisson et a eu cette espèce de révélation de se dire « ok, j'arrête ». Matthew, à ça, il va répondre « quoi ? T'as juste été te promener et maintenant t'es sobre ? Moi, j'ai dépensé 7 millions de dollars à essayer d'être sobre. J'ai assisté, et c'est une vraie estimation, accrochez-vous, à plus de 6000 réunions d'alcooliques anonymes. J'ai fait 15 cures de désintox. Il a été interné en psychiatrie, psy 2 fois par semaine pendant 30 ans. Il dit même j'ai frôlé la mort plusieurs fois et pourtant, j'y arrive pas. Parfois, cette colère ou ce ressentiment, avant d'avoir lu le livre, je la comprenais pas trop. Comme par exemple ici, dans cette interview. That it's not fair. It's not fair. It's not fair. It's not fair. That I had to go through this disease while the other 5 didn't. They got everything that I got. But I had to fight this thing and still have to fight this thing. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais essayer de donner quelques clés pour mieux comprendre Matthew et ce qu'il a traversé, pour mieux comprendre vraiment son désespoir face à cette maladie. Petit saut dans le temps, Matt a à présent 20 ans et il se dit que c'est la célébrité qui va tout changer. Il est sûr que c'est ça qui va faire qu'il va se sentir mieux. Il boit de plus en plus aussi et à 21 ans, il se rappelle s'être dit « Maintenant, je suis incapable de penser à autre chose. Je ressens vraiment l'obsession de l'alcool. » Pendant cette période, il va enchaîner les petits rôles, mais c'est à 24 ans qu'une série va changer sa vie. Et alors, la manière dont il va obtenir le rôle, c'est juste incroyable. Matthew avait 2 meilleurs potes. Hank Azaria, qui a joué David, le copain scientifique de Phoebe, et qui a d'ailleurs auditionné 2 fois pour le rôle de Joey, et Craig Bierko. Quand la saison des pilotes de série de 1994 a commencé à Hollywood, tout le monde s'arrachait Craig Bierko. Pendant qu'au même moment, l'alcool fait déjà rater 50% des castings à Matthew. Son manager lui a même dit « Mais tu as le charisme d'un Michael Keaton ou d'un Tom Hanks, mais eux, quand ils arrivent au casting, ils sont en pleine forme, et toi, on m'appelle pour me dire que tu ressembles à rien. » Mais là, tout va changer quand il lit le script de Friends Like Us. Quand il lit le personnage de Chandler, il se dit « Mais j'ai l'impression qu'on a piqué mes blagues, qu'on a piqué mes tics. » Il se dit « Mais c'est pas que j'aurais pu jouer Chandler, je suis Chandler. » Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Matthew, il est lié à une autre série, l'Axe 2194. Une comédie de science-fiction qui se passe donc en 2194 sur des bagagistes de l'aéroport de Los Angeles. Y a rien qui marche dans le synopsis de cette série. On dirait que le gars a mis au hasard son doigt sur des mots et qu'il a fait une série avec. Quoi qu'il se passe, j'en ferai une série, d'accord? Préhistoire, dentiste, pas de froc. On part sur des orthodontistes, défroqués, autant des mammouths. On fait comme ça? Pas malade. Quoi qu'il en soit, le script de Friends Like Us commence à tourner. Puis, il y a un de ses potes, Hank, qui se met même à auditionner pour le rôle de Joey, comme je vous l'ai dit. Matthew va se mettre à aider certains acteurs à passer le casting de Chandler, en leur disant « Tiens, j'imagine que Chandler, il ferait comme ça, il ferait comme ci, etc. » Du coup, ce qui se passe, c'est qu'un de ses meilleurs potes, Craig Bierko, obtient le rôle de Chandler. Mais Jim Burrows, donc le metteur en scène de Friends, et le mec le plus en vogue du moment, travaille aussi sur une autre série qui s'appelait Best Friends. Et il propose aussi le premier rôle de cette série à Craig. Du coup, le gars, il doit choisir. Et du coup, ce Craig Bierko, il a fini par choisir son rôle dans Best Friend plutôt que le rôle de Chandler. Oh l'erreur, oh l'erreur. Ah dans l'histoire, on retiendra 2 mecs. Toi et Matt Damon pour Avatar. Oui, James Cameron avait proposé le rôle principal à Matt Damon, ainsi que 10% des bénéfices du film. Oui, Matt Damon est passé à côté de 250 millions de dollars. Gibson, oh my God!
Et en plus, bon, on peut encore se dire, Matt Damon, bon, ça l'a pas empêché de devenir une star. Craig Bierko, connais pas. Comme quoi, une décision. En plus, Matthew Perry dit dans son livre que Craig Bierko est la personne la plus drôle de la Terre. Il dit même plus drôle que moi. Une décision. Après cet événement, Matthew Perry va supplier de pouvoir passer l'audition pour le rôle. Et là, il était tellement bon, c'était une évidence. Il a donc pu quitter l'autre série et intégrer le casting de Friends. En plus, ce qu'il y a d'incroyable avec le personnage de Chandler, c'est qu'en réalité, il l'avait déjà créé il y a quelques années. Vous voyez sa manière d'exagérer ses phrases avec ce ton « Can I be more annoying ?» Look at me! I'm Chandler. Could I be wearing any more clothes? Could I be more sorry? Could that report be any later? Bah, ce personnage, cette manière de parler, il l'avait créé à 8 ans. Avec ses deux potes là, ceux avec qui il s'est bourré la gueule. À 8 ans. Tu faisais quoi toi à 8 ans? Eh bien lui, il avait déjà créé cette cadence caractéristique de Chandler, ce timing, ce phrasé qui est super typique. C'est beau de se dire qu'à 24 ans, il a été casté pour le rôle de sa vie. Tant qu'on est sur de l'iconique, j'ai une anecdote aussi sur le générique de Friends et qui prouve encore que le rôle était parfait pour lui. Lisa Kudrow a expliqué dans une interview récemment que cette scène du générique de Friends où ils sont tous dans la fontaine là, c'était un enfer à tourner. Ils sont restés des heures dans cette eau qui était froide, il était super tard, on leur demandait de danser, de faire des mouvements bizarres, ils en avaient ras-le-bol. Et à un moment donné, le réalisateur dit « Allez, encore une prise les gars !» Et là, Matthew réplique. And they said, we're going to do one more take. And he said, one more? Okay. Can't remember a time I wasn't in a fountain. Seriously. Can't remember a time I wasn't wet. Elle se dit, mais le show avait même pas commencé. Ils avaient même pas encore réellement écrit Chandler comme ça. Et ils tenaient déjà le truc. Cette phrase de Matthew a évidemment déclenché un fou rire chez les acteurs. Et d'ailleurs, si dans le générique on les voit rire à un moment donné, eh bien c'est juste après la blague qu'a raconté Matthew Perry. Matthew a 24 ans et il a gagné sa course à la célébrité. Il est connu, tout le monde l'admire. Il est drôle, il a toutes les meufs qu'il veut. Tout lui sourit. Pourtant, des années plus tard, il dira que même si c'est inenvisageable pour la plupart des gens, la célébrité et l'argent n'ont pas été la solution à ses problèmes. Il dira « La vie que j'envie le plus, c'est celle de mon jardinier ». Ça peut paraître cliché cette phrase, mais je pense que Matthew Perry, il n'a jamais envisagé la vie sur le bon plan. Le rire, par exemple, le fait de faire rire les gens. Même ça, il l'envisageait comme une performance, comme un outil pour gonfler son ego. Il le dit d'ailleurs dans l'épisode Friends Reunion, « Si les gens sur le plateau ne riaient pas à une de mes blagues, je pouvais vraiment ressentir ce vide intérieur, j'étais complètement dévastée. La célébrité, il la voulait pour que les gens l'acceptent, pour guérir ce sentiment d'abandon qu'il traîne depuis l'enfance. Il va se concentrer sur ces shots de dopamine éphémères que peuvent lui offrir la célébrité, les belles voitures, les belles femmes, etc. Mais le cerveau, il n'en a jamais assez de cette dopamine. C'est quand on est connecté sur le plan du cœur que les choses font sens. Est-ce qu'une vie remplie de tout, mais sans connexion avec le cœur, vaut la peine d'être vécue ? Vous le savez, Matthew Perry était alcoolique, mais il a aussi plongé dans la drogue. Et alors le jour de sa première prise de drogue, c'est aussi un point de bascule dans sa vie. En 1996, au moment de la saison 3 de Friends, alors qu'il tourne le film Fools Rush In avec Salma Hayek, Matthew Perry subit un grave accident de jet ski. Pour soulager la douleur, le médecin lui prescrit du Vicodin. Cette première expérience avec ce médicament allait changer sa vie à tout jamais. Le médicament Vicodin fait partie de la famille des opiacés, ce sont des dérivés de l'opium, très addictifs. Il y a d'ailleurs actuellement aux États-Unis une grave crise liée aux opiacés, parce qu'aux États-Unis on prescrit aussi ça comme antidouleur. Et la réalité, c'est qu'après, il y a beaucoup de gens qui deviennent addicts à ce médicament. Et les conséquences sont évidemment très graves. Donc imaginez les dégâts sur un cerveau comme celui de Matthew Perry. À la première prise de ce médicament, il s'est dit « Je me suis dit que si un peu de Vicodin pouvait me faire sentir si bien, alors beaucoup de Vicodin me ferait sentir encore mieux. J'ai pensé à mon enfance, mais ça ne me faisait plus mal. Et quand la pilule a vraiment fait effet, quelque chose a cliqué en moi. J'ai passé le reste de ma vie à courir après ce clic. » Dans le livre, il va aussi décrire les doses qu'il prenait, mais c'est hallucinant. Dans la saison 3 de Friends, on le voit d'ailleurs très amaigri à l'écran, il est sous Vicodin à ce moment-là, il prend jusqu'à 55 pilules par jour. Plus tard dans le livre, il racontera certaines de ses expériences en cure de désintoxication, dont une en Suisse où il avait besoin à ce moment-là de 1800 mg par jour d'oxycontine, qui est un autre opiacé. Dites-vous que pour soulager des personnes qui ont le cancer, on leur donne 100 mg par jour.
jour. Vous imaginez les doses, mais gigantesques. Comment le corps peut encaisser tout ça? Même avec les médicaments de sevrage, c'est la même rengaine. Le buprenorphine, par exemple, qui est conçu pour te tenir éloigné des opiacés les plus forts, on ne devrait pas le consommer plus de 7 jours par crainte de sevrage. Lui, il pouvait le prendre, mais pendant 8 mois. Comme je vous l'ai dit, Matthew s'est sevré 65 fois dans sa vie. La première fois, il avait 26 ans, c'était au moment de la saison 3 de Friends. Il faut maintenant qu'on parle de Friends, qui a été pour lui une réelle planche de salut, et il a toujours tenté de protéger Friends. Cette série qu'il aimait tant et qu'il décrit comme le meilleur job de la Terre. Les 5 autres acteurs l'ont beaucoup soutenu. Jennifer Aniston, pour l'aider, l'a aussi confronté lors de la saison 3, en lui disant « On peut sentir que tu bois énormément d'alcool ». Ça a été l'un de ses déclics pour commencer une cure, d'ailleurs. Il a fait plusieurs cures de désintox pendant les 10 ans de Friends. Par exemple, vous pouvez voir qu'entre le dernier épisode de la saison 6, là où il demande Monica en mariage, et le premier épisode de la saison 7, qui est censé se passer le même jour, il a perdu plus de 20 kilos entre les deux, parce que pendant le break de la saison, il est parti en cure de désintox. Il n'y a eu qu'une saison sur les 10 saisons de Friends où Matthew a été sobre de bout en bout, et c'est la saison 9. C'est d'ailleurs la seule année où il a été nominé pour un Emmy. C'est aussi l'année où il affirme que sur le tournage, il écoutait beaucoup plus les autres. C'est pas juste je donne ma réplique et je fais rire. Non, non, l'autre me nourrit aussi à travers ses répliques. Il dira que le soutien des acteurs de Friends a été très important pour lui et que sans eux, il n'aurait pas pu le faire. Friends l'a sauvé même après que les 10 saisons soient finies. Matthew est, comme je vous l'ai dit, passé plusieurs fois près de la mort, dont une fois en Suisse, où pendant une intervention chirurgicale, son cœur s'est arrêté de battre pendant 5 minutes. C'est très long. Un médecin s'est acharné sur lui pendant 5 minutes pour faire battre son cœur, disant qu'il refusait que Chandler de Friends meure sur sa table d'opération. Il a fait ce qu'il pouvait pendant le tournage de la série pour que ses addictions n'impactent pas la série, et là c'est comme si cette fois-là, on lui rendait l'appareil. Dans le livre, Matthew revient aussi beaucoup sur ses relations amoureuses souvent désastreuses, et en lisant toutes ces déceptions, je me suis redit, c'est comme s'il avait jamais rompu sa promesse qui s'était faite à 10 ans. J'ai choisi de vivre dans ma tête plutôt que dans mon cœur. Son cœur est resté fermé toute sa vie, d'une certaine manière. Il n'est jamais parvenu à l'ouvrir réellement. Une anecdote frappante sur ce sujet, c'est sa relation avec Julia Roberts. L'histoire commence en 1995, lorsque Julia Roberts, qui est déjà à l'époque une star hollywoodienne de premier plan, accepte de faire une apparition dans la série Friends, où elle joue une ancienne camarade de classe de Chandler. How could you still be upset about that? Well, why don't you call me in 20 years and tell me if you're still upset about this? Après ça, Matthew Perry et Julia Roberts commencent à s'envoyer des fax, et ils commencent à sortir ensemble très peu de temps après. Ça devient donc rapidement romantique. Des envois de fax. Nous, on peut plus comprendre ça, hein. Bon. Le problème, c'est que maintenant, notre attention, c'est quoi ? 18 secondes, max. On écrit le fax, mais alors au moment de le mettre dans la machine et de devoir composer le numéro, on est déjà passé à autre chose. Malheureusement, la relation entre Matthew et Julia sera de courte durée. Matthew Perry racontera que malgré la fascination qu'il avait pour Julia, son propre sentiment d'insécurité et sa peur de l'abandon l'ont poussé à mettre fin à la relation. Il était convaincu que Julia Roberts allait finir par le quitter. Il écrit dans son livre « J'étais certain qu'elle allait rompre avec moi. Pourquoi ne le ferait-elle pas ? J'étais pas assez bien. Je pouvais le sentir. » Rien ne l'a jamais comblé, rien n'était jamais suffisant. J'ai l'impression que c'est comme si tous ses rêves n'étaient en réalité qu'une demande au monde extérieur de venir combler son ego. Celui qui avait été abandonné enfant. Même si oui, dans le livre, on voit que parfois il a des moments de prise de conscience où il se rend compte que ses rêves, comme il le dit, ne sont pas des bons rêves, mais c'est comme si la course à la dopamine reprenait systématiquement le lead. Et c'est comme si cette chose terrible, cette addiction, lui retirait tout petit à petit, même ses plus beaux souvenirs, puisqu'il a dit qu'il n'avait plus aucun souvenir de 3 saisons entières de Friends. La vie lui a offert des opportunités, de la joie, du soutien aussi, parce que plus tard dans sa vie, ses parents ont été là, ont été présents pendant ses désintox, etc. Il avait aussi des amis qui étaient toujours là pour lui. Mais c'est comme s'il n'avait jamais accepté cette joie, qu'il existait une chance pour lui qu'il vive heureux dans cette vie. On retiendra évidemment Matthew pour toute la joie et le bonheur qu'il nous transmettait à l'écran. Il aurait aimé qu'on retienne de lui aussi qu'il a aidé beaucoup de personnes qui luttaient contre l'addiction. Et alors, à titre personnel, il m'a aussi aidé à comprendre une leçon capitale sur la vie. C'est quoi réellement être vivant? C'est une course au plaisir éphémère ou alors c'est essayer de chérir chaque moment et d'être réellement dans la vie? Se poser régulièrement la question si on est relié à son cœur et enfin se poser peut-être cette question fondamentale, mais qu'est-ce qu'il aurait fait le jardinier? Lui,
avec sa vie simple et alignée. Matthew Perry est mort en octobre 2023 d'une overdose de kétamine. La semaine dernière, de nouvelles infos sont ressorties sur l'enquête. Je vous invite à aller voir le short que j'ai sorti sur cette chaîne YouTube si vous voulez avoir plus d'informations sur ce point. La vidéo, quant à elle, s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu, que vous en avez appris plus sur Matthew Perry. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Ce qu'on vous a jamais dit. On va se quitter sur les mots de ses amis dans Friends. Merci encore pour tous ces rires, Matthew, et repose en paix. So you still feel his presence? Oh yeah, I talk to my mom, my dad, Matthew. Wait a minute, we don't have to talk about. No, sorry, I just started thinking about. Well, I used to not be able to watch it at all. I mean, I'd see it on and be like mildly interested, and then I'd see me and say, that's enough of that. I can't bear it. And then, well, listen, after Matthew died, I could start watching the show again because it wasn't about me. It had to do with him for some reason. I think he's probably one of the funniest human beings in the world. Thank you, honey. Thank you.